Bonjour, je suis Yannick Manesseur, je suis maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg, magistrat et également expert associé à l'Institut Robert Badinter. Je vais essayer ici de partager avec vous quelques courtes vidéos de vulgarisation sur l'intelligence artificielle et le droit au travers de plusieurs axes qui ont été mes travaux de recherche depuis ces dernières années. J'espère que vous y trouverez l'essentiel, qui vous sera utile pour conquérir quelques clés de compréhension dans cet univers entre droit et informatique. Est-ce que la modélisation opérée par les grands modèles de langage est parvenue à capturer la subtile palette des nuances du raisonnement juridique ? Pour instruire ce sujet, il doit d'abord être établi un cadre d'analyse réunissant les fondements techniques de ces modèles, tels que les plongements sémantiques, les transformers, les mécanismes d'intention, leurs enjeux linguistiques et philosophiques, hérités du distributionnalisme et du structuralisme, ainsi que leurs limites épistémologiques, qu'il s'agisse de l'opacité des grands modèles, des hallucinations ou de l'absence d'une bonne représentation du monde. Appliqué au droit, ce cadre d'analyse révèle un potentiel réel, comme la recherche de corrélation dans de vastes volumes de texte ou encore la synthèse de contenu, mais limité s'agissant de la reproduction d'un raisonnement juridique rigoureux, notamment du fait du manque de capacité d'abstraction, de compréhension et de conscience normative. Le langage produit par ces modèles serait donc plutôt à concevoir comme une sorte de langue des probables, un proto-langage vectorisé, calculable et probabiliste, très utile dans certaines hypothèses, mais distinct des savoirs spécialisés. Je vous propose de trouver dans ce court clip vidéo l'essentiel d'un article paru aux archives philosophiques du droit en 2025, s'intitulant « La langue des probables, principes techniques, enjeux linguistiques et limites des grands modèles de langage pour traiter du raisonnement juridique ». Bon visionnage. Fin 2022, une véritable onde de choc a traversé nos vies. L'arrivée des grands modèles de langage. Et depuis, c'est le grand débat. Fascination d'un côté, scepticisme de l'autre. Difficile de savoir sur quel pied danser. Alors, d'un côté, on a ceux qui crient au génie. Certains chercheurs y voient même les toutes premières lueurs d'une intelligence presque humaine, des étincelles de compréhension qu'on pensait, jusqu'ici, totalement hors de portée pour une machine. Et puis, de l'autre côté, on a une vision bien plus terre-à-terre. Des voix critiques qui nous disent « Attention, ce ne sont que des perroquets stochastiques ». En gros, des systèmes qui ne font que régurgiter et mélanger des textes qu'ils ont appris par cœur, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils racontent. Alors, qui croit ? Est-ce qu'on assiste à la naissance d'une forme de pensée ou est-ce qu'on se fait juste bluffer par une machine à calculer ultra perfectionnée ? C'est la grande question et c'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Bon, pour comprendre le truc, il n'y a pas le choix, il faut soulever le capot et regarder comment ça marche à l'intérieur. Comment est-ce qu'une machine arrive à produire un texte qui sonne si humain ? Eh bien, à la base de tout ça, il y a une idée à la fois simple et incroyablement puissante. Pour qu'un ordinateur puisse comprendre le langage, la toute première étape, c'est de transformer les mots en quelque chose qu'il peut calculer, des chiffres. On va donc associer à chaque mot une série de nombres, ce qu'on appelle un vecteur. Imaginez une sorte de carte géographique immense où chaque mot a ses propres coordonnées. Les mots qui ont des sens proches, comme chien et chiot, vont se retrouver tout près l'un de l'autre sur cette carte. Et c'est là que ça devient complètement fou. On peut littéralement faire des additions et des soustractions avec le sens des mots. Prenez les coordonnées du mot roi, retirez celles de homme et ajoutez celles de femme. Devinez où on atterrit. Très très près des coordonnées du mot reine. C'est dingue. Le modèle a déduit tout seul la relation de genre, juste en analysant des textes. Et ça marche aussi pour des idées plus abstraites. Par exemple, si on prend le vecteur de Paris, qu'on lui soustrait celui de France et qu'on y ajoute Italie, eh bien on tombe pile sur Rome. Le système a compris la relation entre une capitale et son pays, encore une fois, tout seul. La deuxième pièce maîtresse de cette technologie, c'est ce qu'on appelle les transformers. Avant, les machines lisaient les textes mot par mot, ce qui était assez limité. Un transformer, lui, avale la phrase entière d'un seul coup. Et grâce à un mécanisme d'attention, il est capable de voir comment chaque mot de la phrase est lié à tous les autres, même ceux qui sont très loin. C'est ça qui lui donne une véritable perception du contexte. Mais alors, comment il apprend concrètement ? En fait, c'est un peu comme un jeu de devinette géant. On lui donne des milliards de phrases, on cache un mot et on lui demande de le deviner. Au début, il est nul. Mais à chaque fois qu'il se trompe, il ajuste ses milliards de connexions internes pour faire un peu mieux la fois d'après. Répétez ça des milliards et des milliards de fois et vous obtenez une machine qui prédit le prochain mot avec une précision absolument bluffante. Mais le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est que cette technologie de pointe ne fait que valider des théories sur le langage qui datent de plus d'un siècle. C'est assez ironique, non ?
Spontanément, on pense que le mot chat a un sens parce qu'il pointe vers l'animal, le vrai, celui qui miaule. C'est logique. Mais une vieille école de pensée, le structuralisme, disait autre chose. Elle disait que le sens du mot chat vient de sa place par rapport à tous les autres mots, sa proximité avec félin ou miauler et son opposition à chien ou aboyer. Et c'est exactement, mais alors exactement, ce que font ces IA. Elles apprennent le sens par les relations, pas par la référence au monde réel. Voilà le point crucial. Pour ces modèles, le sens est un effet de structure, une question de positionnement sur la carte. Ils n'ont jamais vu un seul chat de leur vie, mais ils ont tellement bien cartographié la position du mot chat dans le langage qu'ils peuvent en parler comme s'ils en avaient connu des dizaines. Mais cette approche purement statistique, aussi puissante soit-elle, a des limites fondamentales. Et c'est en comprenant ces failles qu'on saisit vraiment ce que ces modèles sont, et surtout ce qu'ils ne sont pas. Il y a 3 gros problèmes. D'abord, l'opacité. Ce sont des boîtes noires, impossible de savoir pourquoi ils donnent telle ou telle réponse. Ensuite, leur dépendance aux données. Leur vision du monde, c'est uniquement ce qu'ils ont lu. Ils ne font que répéter les motifs, y compris les biais et les erreurs. Et enfin, leur manque de fiabilité. Ce qui nous amène à un phénomène dont on a sûrement déjà entendu parler, Les fameuses hallucinations. Il faut bien comprendre que le modèle n'est pas entraîné pour dire la vérité. Il est entraîné pour produire la phrase la plus probable. Du coup, il peut tout à fait inventer des faits, des sources, des citations, avec un aplomb total, simplement parce que ça sonne bien, parce que statistiquement, ça se tient. et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà arrivé pour de vrai. Des avocats aux États-Unis ont présenté au tribunal des dossiers citant des décisions de justice qui n'ont jamais existé. Elles avaient été entièrement inventées par une IA. Elles semblaient parfaitement réelles, mais étaient fausses de A à Z. Ce qui nous amène tout droit au test ultime pour ces modèles, le droit. Un domaine où le langage est absolument central, mais où la rigueur logique n'est juste pas une option. Le contraste est vraiment saisissant. Un juriste humain, il utilise la logique, la déduction. Il applique des principes généraux à un cas particulier et doit justifier chaque étape de son raisonnement. Son but, c'est la vérité juridique. Un grand modèle de langage, lui, fait tout l'inverse. Sa méthode, la statistique. Son but, la plausibilité. Son processus, opaque. Il n'applique aucune règle. Il ne fait qu'imiter des motifs de texte. La conclusion est donc assez radicale. Un système dont le seul but est de prédire le mot suivant le plus probable est, par sa conception même, incapable de la logique et de la rigueur que le droit exige. Il peut mimer la forme d'un raisonnement juridique, mais il n'en comprend absolument pas la substance. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, loin de là. Ces IA peuvent être des assistants incroyablement puissants pour des tâches comme résumer des documents, les transcrire ou aider à la recherche. Mais la clé, le mot d'ordre absolu, c'est la supervision humaine. Alors, au final, comment est-ce qu'on devrait voir ces outils pour ne pas tomber dans le piège de leur donner des qualités humaines qu'ils n'ont pas ? La solution, c'est peut-être d'adopter une nouvelle façon de penser. Cette nouvelle façon de penser, c'est de se dire que ces IA parlent la langue des probables. En fait, quand on interagit avec elles, on ne leur parle pas vraiment en français. On apprend petit à petit à formuler nos phrases d'une manière qui va guider la machine vers la suite de mots la plus statistiquement probable. C'est nous qui apprenons leur langue. Voilà le point essentiel à retenir de tout ça. Ces modèles ne sont pas des esprits en train de naître, ce sont des calculateurs de probabilité textuelle, certes extraordinairement sophistiqués, mais rien de plus. Ils ne savent pas ce qui est vrai, ils savent ce qui sonne vrai. Au fond, on est en train d'apprendre une nouvelle langue pour pouvoir communiquer avec ces machines. Mais la question qui reste, et elle est cruciale, c'est la suivante. En interprétant leurs calculs de probabilité comme s'il s'agissait de pensées, est-ce qu'on est vraiment certain de bien comprendre ce qu'elles nous disent en retour ?